c'est simplement une invitation à lire le livre et à commencer à en discuter. Donc ce bouquin, il raconte l'ascension et la chute de ce qui, à mon avis, est un des mouvements révolutionnaires les plus fascinants de toute la période autour de 68, aux États-Unis et ailleurs. Pour donner une idée de ce que c'était que ce mouvement-là, je vous fais passer un petite affiche là, que je vous montre. Hein. Il a été possible d'afficher, pour ceux qui sont derrière, il a été possible d'afficher ça, s'il vous plaît, devant les usines et dans les rues de Détroit. DRUM, Dodge Revolutionary Union Movement, c'est-à-dire le mouvement syndical révolutionnaire de Dodge. Dodge étant une sous-division de Chrysler. Okay, et avec un logo, vous voyez, un petit peu explicite. C'est pour un meeting, une réunion publique, dont le thème est le rôle du travailleur noir dans le mouvement de libération noire, avec 5 intervenants qui sont annoncés. L'histoire, le premier intervenant sur l'histoire du travailleur noir, le rôle du travailleur noir, l'histoire de Drum et son programme, etc., etc. Et avec 3 prix. En fait, ça annonce une tombola. Il y a un meeting et puis à la fin, il y a une tombola. Et les 3 prix de la tombola, c'est le premier prix, c'est une carabine M1. Donc, le logo, c'est pas juste pour rigoler, c'est ce qui a gagné à la fin. Deuxième prix, c'est pareil, c'est un shotgun. Et troisième prix, c'est de la bouffe, hein, c'est sympa, c'est le côté un petit peu festif de la chose. Donc voilà, autour de Drum, cette organisation qui s'est fondée, on va revenir dessus, dans une entreprise d'abord, et qui a donné naissance ensuite à une organisation plus large, implantée dans plusieurs usines et dans toute la ville de Détroit, qui s'appelait la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée d'état d'esprit. Donc les 2 objectifs de la séance entre guillemets d'aujourd'hui, c'est vous donner envie de lire le livre, pour ceux qui l'ont pas déjà lu, et de discuter de comment cette expérience, évidemment, elle peut nous aider à combattre le capitalisme aujourd'hui. Évidemment, l'enjeu, ce sera d'essayer, je ne sais pas si on y arrivera de manière satisfaisante, mais de confronter les leçons de cette expérience-là avec ce que sont devenus les États-Unis et la situation aux États-Unis aujourd'hui, où il y a un nouveau mouvement noir, on va dire, qui est en train d'émerger, et la situation évidemment en Europe et en France qui est à certains égards très différente. Alors, première chose, pourquoi un succès aussi fulgurant de cette organisation? Alors, parce que ça a été une organisation qui en très peu de temps est devenue très très forte à Détroit. L'explication fondamentale, je vais être un peu simpliste, mais l'explication fondamentale qui fait qu'à Détroit, c'est à Détroit où il y a eu cette organisation-là, et pas ailleurs, c'est que il y a eu un choix délibéré de la part d'un groupe de militants à Détroit, au sein du mouvement Black Power, mouvement des droits civiques et du mouvement Black Power vu de manière très générale, un choix de s'orienter vers la classe ouvrière. Pour vous donner une idée du décor, déjà le point de départ, c'est de comprendre qu'il y a un rôle clé des travailleurs noirs dans l'industrie automobile de Détroit dans les années 60. Détroit, à l'époque, c'est la 5e ville des États-Unis en 68, aujourd'hui elle est beaucoup moins peuplée qu'à l'époque. On reviendra peut-être dessus dans la discussion, mais à l'époque c'était quand même encore une très grosse ville, et c'est toujours dans une certaine mesure le quartier général de l'industrie automobile. Hein, les 3 plus gros constructeurs automobiles à l'époque du monde, des États-Unis et du monde, avaient leurs principaux sites de production à cet endroit-là et leurs sièges sociaux. Détroit est en train à ce moment-là de devenir rapidement une ville à majorité noire. En 68, on est à peu près à 40% de la population, mais je veux dire quelques années après, c'est devenu une majorité nette. Les États-Unis sont le principal, évidemment, centre capitaliste à ce moment-là, comme aujourd'hui, et l'automobile joue, c'est un peu une industrie, l'industrie clé, celle qui emploie de manière directe ou indirecte un travailleur sur 6 aux États-Unis à ce moment-là. Donc vous avez le capitalisme, les États-Unis au centre et l'industrie automobile au centre. Et j'ai envie, c'est un peu les poupées russes. Et au centre de l'industrie automobile, vous avez de Détroit, qui est le centre de l'industrie automobile lui-même, vous avez 250 000 travailleurs noirs, en bonne partie jeunes, qui ont été embauchés pour une bonne partie d'entre eux récemment. Bon. Comment dire, c'est une industrie malgré tout qui connaît le début d'une crise. Quelque part, l'industrie automobile de Détroit à ce moment-là, connaît les signes avant-coureurs de toute la crise qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a les premières délocalisations qui ont eu lieu vers le sud des États-Unis. C'est une industrie qui est vieillissante. La manière dont elle fait des profits, c'est essentiellement, et ça le livre en parle très très bien, donc je ne vais pas répéter tout ce qu'il dit, il faudra que vous le lisiez si vous avez envie, mais
c'est que en gros, ils ne modernisent pas tellement l'industrie par rapport à la manière dont ça fonctionnait dans les années 40 ou 50. Grosso modo, ils ont accéléré les cadences. Ils ont embauché des noirs et ils ont augmenté les cadences. Et c'est ce que les militants à l'époque appelaient la negomation, la négromatisation. C'est pas parce que, en gros, dans la presse et l'idéologie du patron à l'époque, c'est de dire voilà, c'est l'automatisation, la modernisation. Ils disaient c'est pas l'automatisation, c'est la négromatisation. C'est-à-dire c'est fais travailler le noir plus vite et plus fort. C'est ça la source de profit essentielle de l'industrie automobile. Pareil, je pourrais vous faire des kilos sur les conditions de travail à l'époque dans les industries automobiles. Le bouquin en parle très bien. Il y a une statistique, il y avait plus de morts dans l'industrie automobile par an à ce moment-là que de soldats américains tués au Vietnam. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce que c'était les conditions de travail. Quand on dit lutte de classe, et que c'est la lutte de classe qui est un peu fondamentale, c'est pas une image, même en termes de nombre de morts, ça se vérifie. Et donc les travailleurs noirs occupent une place un petit peu spéciale, en tout cas déjà dans l'industrie automobile, comme une espèce de bombe à retardement en plein cœur de la bête. Voilà. Ils ne sont pas simplement jeunes et noirs, ils sont aussi de manière écrasante, surtout avant 68 et avant toute cette vague de lutte, confinés. Je veux dire, 99% des contremaîtres sont blancs. Peut-être 95% des travailleurs qualifiés sont blancs. Et une part énorme des boulots les plus durs, les plus compliqués, étaient faits par des noirs. Ce qui fait que certaines équipes étaient quasiment à 100% noirs. Vous prenez les équipes de nuit dans les ateliers les plus durs, c'était quasiment 100% noirs. Voilà. Donc, même si c'était une minorité, si tu prends sur les effectifs globaux de l'industrie automobile, 250 000 c'est une minorité, mais dans les secteurs un peu clés, là où le boulot était le plus dur, c'était une majorité. Deuxième point important pour comprendre l'émergence de la Ligue des travailleurs révolutionnaires, c'est le mouvement ouvrier à Détroit. Ce qui le caractérise, c'est à la fois un potentiel révolutionnaire qui a été touché du doigt par plusieurs générations de militants, en tout cas par la génération de militants qui avait vécu les années 30 et 40, donc qui était la génération un peu plus vieille, et en même temps des promesses brisées. Bon, c'est difficile de faire, déjà de maîtriser toute cette histoire-là, de bien la connaître, mais puis de l'expliquer en 2 minutes. Et grosso modo, Détroit, ça a été l'endroit clé qui a fait que la classe ouvrière états-unienne a réussi. C'est là où s'est jouée la bataille un petit peu décisive qui a permis aux travailleurs états-uniens de gagner le droit de se syndiquer. Bon. Avant les années 30, le patronat états-unien laissait le droit de se syndiquer dans la pratique que dans les industries périphériques. Les petites industries, voilà. Par contre, automobile, pneus, tout ce qui était la grande industrie, c'est simple. Tu montais un syndicat, tu te faisais péter la gueule, voire tuer. Ni plus, ni moins. Bon. Et c'est une grande grève qui a eu lieu en 1937 à General Motors, des grèves avec occupation d'usine, une grève très connue à Flint, dans la banlieue de Détroit, qui a permis grosso modo au syndicat UAW, United Auto Workers, d'imposer le droit de commencer à syndiquer l'industrie automobile. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est moins connu, parce que cette grève-là, bon, elle est connue aux États-Unis, il y a une deuxième grève, une autre grève moins connue, qui est celle de Ford, en 1941. Bon. Ford, ça a été la première usine à embaucher des Noirs. Et pendant très longtemps, Henry Ford, qui pourtant était un raciste, antisémite absolument effroyable, qui a été décoré par Hitler, de la croix, je sais pas comment on disait, enfin qui a été décoré par Hitler, bon. Ce gars-là a été le premier dès les années 20 à embaucher des Noirs. Et pendant très longtemps, il était vu comme l'ami des Noirs. En gros, les syndicats qui étaient globalement racistes, qui syndiquaient très peu les Noirs jusqu'à cette date de 1941, grosso modo, quand tu étais un Noir à Détroit, bah, tu disais bah, au moins Ford il me donne un taf. Alors que les syndicats, bon, on n'est pas forcément les bienvenus dedans. Bon. 41, c'est une date un petit peu tournante, parce que le syndicat UAW, le syndicat automobile, se rend compte que s'il veut faire tomber la dernière grosse entreprise qui n'est toujours pas syndiquée, Ford, qui est le plus gros employeur à ce moment-là de Détroit, il est obligé de mener campagne contre le racisme. Pas juste dans l'entreprise, dans toute la ville. Ils font des caravanes, ils placent des bureaux de recrutement dans les syndicats, des bureaux de recrutement syndical dans les quartiers noirs, dans les ghettos noirs de Détroit. Ils embauchent même, ils s'allient à des prêtres qui prêchent pour le fait de se syndiquer à l'entrée des usines. Et c'est là qui fait que grosso modo les Noirs restent neutres, quelques-uns même prennent part à la grève, et ils arrivent à syndiquer fort. Bon. Je suis revenu un petit peu longuement sur cet épisode-là, pour montrer que grosso modo, le mouvement syndical
a réussi à susciter des espoirs très très importants et a même à certains moments contesté le racisme. Et ça, les Noirs s'en souviennent et même ont commencé à prendre une place importante à ce moment-là dans les années 40 et 50, dans le syndicalisme en particulier à Détroit. Mais le macartisme et le tournant à droite des directions syndicales à partir du milieu, fin des années 40, grosso modo, les travailleurs noirs se sentent utilisés et trahis et avoir été utilisés. Ils n'ont pas complètement tort. Grosso modo, c'est bon, vous vous êtes tourné vers nous parce que quand c'était obligé de syndiquer tout le monde pour pouvoir obliger le patron à négocier, mais une fois que vous êtes appuyé sur nous pour réussir à fonder un syndicat, eh ben vous n'êtes pas battu pour nos droits. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bagarre contre les systèmes, on va dire, qui limitaient l'avancement des travailleurs noirs dans les entreprises automobiles et dans l'industrie en général, ce qui fait qu'il y avait énormément de frustration et d'espoir brisé. Donc c'est ces deux sentiments-là qui étaient mêlés, je pense, parmi les travailleurs noirs à ce moment-là, et il y a un élément qui existait à Détroit, qui n'existait pas dans la plupart des grandes villes industrielles de l'époque. Ils n'avaient pas réussi à complètement écraser les groupes militants qui maintenaient une orientation révolutionnaire et lutte de classe. Il y avait des groupes, grosso modo, issus du trotskisme, ou trotskistes, ou proches, on va dire, qui ont continué à militer dans les usines, même des tout petits groupes. Et ces petits groupes-là ont joué un rôle très très important dans l'émergence de la Ligue des travailleurs révolutionnaires. Je vais expliquer pourquoi. Donc, le troisième point, après le rôle des travailleurs noirs, particulier dans l'industrie automobile. Cette tradition, à la fois lutte de classe et en même temps d'espoir brisé. Troisième point important, c'est que c'est le mouvement Black Power, tout simplement. Bon, donc je ne vous fais pas toute l'histoire du mouvement des droits civiques, mais ce qui est important, c'est de voir qu'à partir du moment où il y a eu cette radicalisation, cette idée où c'était pas simplement la non-violence, où c'était pas simplement on suit les dirigeants, les prêtres, les dirigeants petits bourgeois, on va dire, à partir d'un certain moment, la jeunesse noire a commencé à prendre en main les choses et derrière le slogan d'autodéfense armée de Black Power, et ben, il y a eu toute cette vague de radicalisation du mouvement des droits civiques a touché Détroit. Il y a eu entre 1964 et 1968 des émeutes extrêmement violentes dans toutes les grandes villes des États-Unis. Et la plus grosse émeute, elle touche Détroit en 1967. Bon. Ils envoient l'armée, 17 000 soldats et policiers. Il y a même l'armée de l'air qui intervient. Donc on pourrait donner les chiffres sur les dommages que ça a occasionné, le nombre de morts, mais c'était extrêmement impressionnant. Bon. Et ce qui est important, c'est que toute cette vague de radicalisation, elle donne naissance à un nouvel état d'esprit dans la jeunesse noire, en particulier à Détroit. Bon. Et c'est là où, quelque part, on touche du doigt la naissance de Drum et de la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires. C'est que vous avez, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des autres coins, un groupe de militants, c'est des gens qui se connaissent depuis quelques années, des jeunes, qui ont fait les 400 coups militants. Ils ont fait partie de toutes les organisations révolutionnaires, à droite, à gauche. Ils ont y compris, pour certains, fréquenté les cours de formation du SWP, trotskiste. Bon, ils sont exposés, on va dire, à toutes ces idées-là. Mais pendant des années, ils sont isolés. Je vous donne une petite anecdote. Deux des fondateurs de la Ligue, General Baker, son prénom c'est Général, c'est marrant, General Baker, et John Watson, à un moment donné, ils ont été appelés sous les drapeaux. Et donc ils risquaient d'aller au Vietnam pour faire la guerre. Je crois que c'était en 1964. Et là, ils font un tract fracassant, signé Comité des 10 000 contre la guerre du Vietnam, un truc comme ça. Ils disent, si vous nous intégrez à l'armée, il y aura une manif de 10 000 personnes devant le bureau de recrutement. Le jour du rendez-vous, ils sont 8 à se pointer, mais ils sont pas l'armée dit, bon, vous êtes dangereux, on vous intègre pas à l'armée. Donc ça donne une petite idée de l'ambiance un peu avant toute cette émeute et voilà, l'émeute de 67. L'émeute de 67, elle provoque un déclic chez ce petit groupe de militants qui se connaissent, etc., qui ont été à Cuba, qui ont rencontré Che Guevara, bon, voilà, ils ont fait tout un tas de choses. General Baker a raconté bien des années après, donc l'un des fondateurs de la Ligue, il disait, pendant la Grande Rébellion, pendant l'émeute, on voyait que le seul endroit, c'était le couvre-feu pour les Noirs, c'est simple, hein, tu n'avais pas le droit de sortir de chez toi la nuit, pas le droit de sortir de chez toi tout court. Bon. Le seul endroit où on nous permettait d'aller, c'était dans les usines.
les lignes, les bus qui t'emmenaient dans les usines, ça traversait les lignes de keufs, les lignes de soldats. Là, c'est marrant, on nous permettait d'y aller. Nulle part mais là-bas. Et là, ils se sont dit, c'est peut-être là-bas que notre vie a une valeur, quelque part. Et donc, ils se sont dit, ils font le choix, en septembre 67, quelques semaines après les cendres de la Grande Rébellion sont encore toutes chaudes, ils disent, on va faire un journal. Ils lancent un journal qui s'appelle Inner City Voice, la voix des bas quartiers, grosso modo. Et ils disent, ils font ça avec un groupe de militants, avec des idées un peu différentes, des nationalistes noirs, mais eux bossent, pour la plupart, pour certains, y compris, sont ouvriers de l'automobile eux-mêmes, et ils commencent à distribuer ce journal-là devant les usines automobiles de Détroit, dans les quartiers. Il y a un petit groupe d'ouvriers de l'usine Dodge Main, d'une des plus grosses usines de Chrysler, l'usine Dodge, qui se réunissent pendant tout l'hiver et tout le début de l'année 1968 dans le local de Inner City Voice. Bon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en mai 68, ça ne s'invente pas, il y a une grève sauvage qui se déclenche à Dodge Main. 4000 ouvriers, alors c'est marrant parce que c'était à l'initiative en réalité de femmes d'origine polonaise, hein. Ce n'était pas les ouvriers noirs qui ont déclenché cette grève-là contre une accélération des cadences, mais il y a eu, l'usine a été fermée plusieurs jours suite à une grève complètement sauvage, et c'est suite à cette grève que DRUM, le Dodge Revolutionary Union Movement, est fondé. Et la base de cette organisation, c'est quoi? C'est un bulletin de boîte, un bulletin d'entreprise hebdomadaire. C'est-à-dire que vous avez un groupe d'ouvriers noirs qui disent on fait notre propre organisation d'entreprise d'ouvriers noirs et on distribue un bulletin toutes les semaines, un tract toutes les semaines devant cette usine parce qu'on a vu que en faisant grève de manière sauvage, on pouvait tenir par la veine jugulaire, on va dire, frapper à la veine jugulaire l'un des centres de pouvoir du capitalisme américain. Bon, le programme de DRUM, c'est dommage parce que il n'est pas publié dans le Détroit pas d'accord pour crever, mais c'est assez marrant de lire le programme de DRUM. J'ai pu le retrouver un peu par hasard dans un autre livre. En gros, c'est un mélange de revendications certaines nationalistes noirs. En gros, ils disent, leur première revendication, c'est de dire 50% de la direction du syndicat de l'automobile doit être, 50% des postes de direction doivent être des noirs. C'est marrant. Ils disent une bonne partie de l'argent du syndicat est utilisé pour, par exemple, en lien avec des entreprises israéliennes. Il faut que l'argent du syndicat soit utilisé pour des projets bénéfiques à la communauté noire. Bon. Mais ils ont aussi des revendications. Baisse du temps de travail, 5 heures par jour, 4 jours par semaine. La semaine de travail de 20 heures. Pour tous les travailleurs. Doublement des salaires pour tous les travailleurs. Interdiction des licenciements et embauche massive. Vous avez, et contrôle ouvrier. Ils ont dans leur programme la revendication du contrôle ouvrier. Donc c'est assez marrant d'avoir cette... DRUM, c'est un mélange entre une idéologie, on va dire, nationaliste noire, y compris ils disent DRUM doit être reconnu comme le seul représentant des ouvriers noirs et doit être face aux syndicats et face aux patrons. Ils ont ce rapport un petit peu à la fois de défiance vis-à-vis du syndicat et en même temps ils se présentent aux élections syndicales aussi, ils ne sont pas complètement opposés aux syndicats, ils disent il faut qu'on soit représenté dans le syndicat, c'est assez marrant ce rapport qu'ils ont avec le syndicat de l'automobile, qui n'est pas un rapport de rejet, qui est un rapport d'essayer de se l'approprier tout en étant sans concession avec lui. Par exemple, vous avez une vidéo, vous voyez une des manifs de la Ligue, où, alors vous savez, le sigle du syndicat de l'automobile, c'est UAW. Et eux, ils lancent un slogan qui dit UAW means you ain't white. UAW, ça veut dire you ain't white, tu n'es pas blanc. Vous voyez, donc il y avait un truc de à la fois les défier et en même temps de les interpeller. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde le développement de... DRUM est la première unité qui est formée. Très rapidement, ça s'étend aux autres usines, à beaucoup d'autres usines, et à d'autres aussi, à d'autres entreprises, y compris... Donc, comment dire, la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, elle se fonde en 69, en regroupant les différents groupes d'ouvriers révolutionnaires noirs qui se sont fondés et dans les usines, mais aussi dans les hôpitaux, aussi à UPS, et ils ont une conception quand même qui est de ne pas réduire la classe ouvrière
aux ouvriers d'industrie. Et c'est même très explicite chez eux. Et la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, elle est née à la fois d'une nécessité pratique pressante, c'est-à-dire qu'ils ont été très très vite soumis à une pression répressive très très importante. Par exemple, ce qui est marrant, c'est que très très vite, la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, c'est non seulement une fédération de groupes d'entreprises, mais ils développent une intervention en direction des lycéens et des étudiants. Et ils ont une coalition de groupes lycéens, ils sont présents dans 22 lycées. À la fois, ils interviennent en direction des lycées, et ils sont obligés d'avoir des militants extérieurs, en bonne partie des jeunes, qui distribuent les bulletins. Parce que parfois, pour certains militants, c'est difficile de continuer à distribuer eux-mêmes les bulletins. Bon. Donc on a une organisation politique, au sens, pas simplement des groupes d'entreprises, mais ils interviennent sur énormément de sujets, et dans les entreprises et à l'extérieur. Ils ont un écho national et même international. Plein de gens les contactent en disant on veut faire la même chose que vous, on veut former une organisation nationale. Ils ont des contacts avec des révolutionnaires ailleurs dans le monde, en particulier en Europe, en particulier en Italie, avec les opéraïstes, qui sont des groupes révolutionnaires qui leur ressemblent beaucoup par plein d'aspects. Voilà, c'était intéressant d'expliquer pourquoi. Ils ont un programme internationaliste. Ils disent notre objectif c'est d'organiser les travailleurs noirs, que ce soit dans les mines de Bolivie, dans les cuisines du PDG de Chrysler, et jusqu'à la Maison Blanche. Je vais vous faire quelques toutes petites citations pour essayer de vous donner une idée de l'état d'esprit. L'un des dirigeants de la Ligue disait « Ce que nous disons, c'est que nous pouvons certes nous redresser, lever le poing et affirmer avec force l'existence des chiens blancs et scander le slogan « Black is beautiful », que nous pouvons nous accrocher des munitions autour du cou et porter des dashiki, mais ce n'est pas ça qui va mettre fin à l'oppression. Ce qui va vraiment mettre fin à l'oppression, c'est le travail militant, sérieux et intense, et sur une assez longue période, pour accroître les chances que le peuple prenne le pouvoir. Et nous disons que la Ligue représente une organisation de ce genre, et qu'il est important de parler de la Ligue dans le contexte de ce meeting sur la répression, parce que nous disons que le seul moyen de mettre fin à la répression, c'est de prendre le pouvoir sur le système dans lequel nous vivons. C'est comme cela que nous abordons la répression. Voilà. Comment dire ? Plutôt que, pareil, on pourrait raconter plein de choses qu'ils ont faites, ils ont fait des trucs de fous. Ils ont par exemple pris le contrôle du quotidien de l'université la principale université de Détroit. L'université de Détroit avait un quotidien étudiant, mais tout à fait inoffensif, et qui tirait quand même à 30 000 exemplaires. Ils réussissent à prendre le contrôle, à en faire leur propre journal, la Ligue. Donc tous les jours, il y a 30 000 journaux, ils arrivent pendant un an à publier un quotidien. Et pendant 6 mois, le sous-titre il s'appelle le South End, ce journal-là. C'est le nom d'un quartier pauvre qui est juste en dessous de l'université. C'est un étudiant, un ouvrier qui a une conscience de classe vaut 100 étudiants. Voilà, c'est ça, on voit un peu le côté avec un côté très explicitement marxiste, entre guillemets. L'idée c'est les travailleurs qui jouent un rôle particulier. C'est ça l'idée de base de la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires. Black Power c'est bien, eux ils disaient Black Workers Power, le pouvoir des travailleurs noirs. Ils disaient c'est les travailleurs noirs qui jouent le rôle dirigeant dans la révolution. Bon, c'est ça leur idée fondamentale. Je vais insister juste sur un dernier aspect de leur programme et de leur manière de faire, c'est comment dire, c'est leur opposition à une certaine forme d'élitisme. Il y a un extrait du bouquin qui le dit très très bien, donc je vais le lire. Les vestes en cuir noir et les bérets des panthères passaient bien dans les médias, peut-être même trop bien. Les leaders de drum, quant à eux, étaient pour la discrétion absolue, en particulier ceux qui se trouvaient impliqués dans des opérations militaires. Plutôt que d'apparaître comme des super-héros qu'on pouvait admirer mais qu'on avait souvent peur d'imiter, ils estimaient devoir fournir au peuple une image réaliste. Et ça, je trouve que c'est quand même une idée très intéressante qui les rapproche on va dire, des idées du marxiste révolutionnaire, on va dire. C'est cette idée de dire, c'est pas le lumpen prolétariat, c'est pas les chômeurs, des ghettos, comme ce que avait tendance à dire par certains moments le Black Panther Party, qui est la force un petit peu centrale sur laquelle il faut s'appuyer, c'est les travailleurs noirs, et ça veut dire avoir une conception d'avoir un travail de masse.
dans lesquels tout le monde puisse s'impliquer et qu'on ne soit pas simplement une petite élite qui se détache de la majorité. Ce qui est important, un dernier élément pour comprendre le succès fulgurant de la Ligue, c'est que c'est la question noire. Bon. Je vais faire un petit retour en arrière sur des débats qui avaient agité le mouvement communiste et le mouvement trotskiste entre les années 20 et les années 40. Je ne vais pas faire l'historique complet bien sûr, mais simplement, il y a eu cette idée qui a été défendue dès en fait la fin des années 10, même, dès le moment de la révolution russe, par Lénine et les bolcheviks, qui a été reprise d'une certaine manière par le Parti communiste aux États-Unis, même par les staliniens, d'une manière un peu déformée. Mais c'était l'idée de dire, les Noirs, c'est pas qu'ils sont juste plus exploités que les autres. C'est pas qu'on les met juste dans des postes de travail sous-qualifiés par rapport aux autres, ou qui sont plus au chômage. Les Noirs, et Trotsky reprend cette idée-là de manière un peu provocatrice même, en 1939, dans une discussion assez connue qu'il a avec des camarades à lui, il dit « Les Noirs sont une nationalité opprimée, c'est un peuple opprimé. Et ils vont passer du statut de minorité complètement persécutée, complètement en dehors des syndicats, en dehors de la vie politique, complètement exclus, amorphes politiquement, au statut d'avant-garde de la Révolution. » Et il défend deux idées très étonnantes. Il dit le slogan ou l'idée d'autodétermination pour les Noirs, aux États-Unis en 1939, c'est hallucinant, et d'une organisation politique noire, une organisation politique révolutionnaire noire, ces deux idées, disons, qu'il faut explorer. Et bien quelque part, ce qui s'est passé autour des années 68, c'est un petit peu ça. Et la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, c'est un petit peu d'une certaine manière, ces idées qu'avait défendues Trotsky entre autres, étaient un petit peu prophétiques, et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Les travailleurs, les jeunes travailleurs noirs, à ce moment-là, non seulement dans l'industrie, à la poste également, l'un des secteurs où il y a eu le plus de grèves sauvages à ce moment-là, au début des années 70, c'était aussi la poste, sur les campus, voilà, en gros, et y compris parmi les soldats. Il y a eu un mouvement de rébellion des soldats au Vietnam. Le groupe dirigeant, ceux qui ont un petit peu inspiré une grande partie de ces protestations qui a amené à une crise importante du capitalisme américain entre 68 et 75, c'était les jeunes travailleurs noirs qui sont passés à l'avant-garde de la Révolution. Pourquoi? Parce que les Noirs, quelque part, sont opprimés sur tous les plans, pas simplement économiquement. Et en remettant en cause leur situation, ils sont amenés à remettre en cause un petit peu tous les fondements de ce qui fait la puissance du capitalisme. Bon, je l'ai dit de manière un petit peu rapide et un petit peu lapidaire, mais je pense que c'est important aussi de comprendre que, voilà, que les Noirs, à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, occupent une place qui n'est pas simplement celle d'un groupe juste surexploité. Donc je vais aller beaucoup plus rapidement sur la fin du topo. Le plus important, c'était d'essayer de montrer à quel point ça avait été une organisation et tout un mouvement avec un gros impact. On est obligé quand même de voir, et c'est un peu le deuxième aspect, c'est que ils ont explosé extrêmement vite. Drum né en 68, Inner City Voice 67, Drum 68, la Ligue des Travailleurs Noirs 69, 71 ils explosent et la Ligue n'existe plus. Donc c'est quand même sur une période très courte. Et il y a l'un des anciens dirigeants qui était arrivé qui avait été recruté sur la fin de la période d'existence de la Ligue, qui a écrit une espèce de petit mémo sur pourquoi la Ligue est morte, et le titre s'appelle Dying from the Inside, mourir de l'intérieur. Et c'est vrai, il avait raison, la Ligue est morte peut-être d'abord et avant tout de l'intérieur. De manière très étonnante, aucun de leurs membres, alors qu'il y a eu des tentatives d'assassinat, de multiples procès, ils ont réussi toujours par des mobilisations de masse à éviter, il y en a pas mal d'entre eux qui se sont fait virer de leur boîte, mais ils ont réussi, contrairement aux Black Panthers, à ne jamais se faire tuer, à ne jamais se faire emprisonner. Ils sont passés très près, mais ils avaient une stratégie anti-répression très efficace. Mais par contre, ce qui les a probablement perdus, c'est l'absence de programme révolutionnaire un peu clair. Comment dire? Ce qui regroupait l'équipe
qui a lancé cette organisation-là. C'était une idée très forte, comme je le disais tout à l'heure, les travailleurs noirs comme dirigeants, mais qui était très générale et qui ne donnait pas de réponse à un certain nombre de questions clés auxquelles tu es obligé de te confronter quand tu essayes de renverser le capitalisme. En tout cas, auxquelles ils ont été confrontés. Première des grosses faiblesses, le féminisme. Ils étaient totalement hostiles au mouvement féministe, hein, en disant que c'était un mouvement bourgeois féministe. Et si vous regardez le comité exécutif de la Ligue, c'est 7 mecs. Alors qu'en réalité, les femmes ont joué un rôle très important dans la Ligue. Un rôle très souvent en fait de petites mains, de main d'œuvre. Certaines en réalité ont même occupé des places de direction dans le boulot. Par exemple, ils avaient une maison d'édition qui était dirigée par une femme, Ellen Jones. Bon, mais elle ne faisait pas partie de la direction. Premier problème. Deuxième problème, en réalité la Ligue, on ne sait même pas, même les membres eux-mêmes ne savaient pas si c'était un mouvement ou un parti. Est-ce que quand tu faisais partie de Drum, d'un groupe d'entreprise, est-ce que tu faisais partie de la Ligue? Bon, dès que, grosso modo, ils ont eu un tel succès, parmi eux, il y avait des conceptions différentes. Il y avait ceux qui appuyaient sur le boulot de boîte, les bulletins. On ne fait pas d'organisation nationale tant que d'autres ne sont pas capables de eux-mêmes faire des bulletins. Et on ira pas à pas, boîte par boîte. Tant que les autres ne sont pas capables de nous imiter, ça ne sert à rien de lancer une organisation nationale. C'était ce que disait un certain nombre d'entre eux, General Baker notamment. Ils disaient, on ne pourra pas se développer si on ne développe pas de nouveaux outils pour construire une organisation politique qui intervient sur l'ensemble des sujets. Et par exemple, ils ont fait des trucs assez extraordinaires. Ils ont fait un film, Finally Got the News, qui est un film par et sur la Ligue, qui explique leur programme. Et ils disaient, voilà, avec un film, on éduque d'un coup des milliers et des milliers de gens bien plus rapidement que en faisant tes petits bulletins de boîte, là, un par un, ton collier de perles, c'est sympa, mais on n'y arrivera jamais. Bon. Tant qu'ils étaient sur une vague ascendante, chacun faisait un peu ses expériences, et tout le monde pensait que c'était sa méthode qui était la bonne. Dès qu'ils sont heurtés aux vraies grosses difficultés, comme ils n'avaient pas de structure démocratique, entre guillemets, pour confronter les expériences et voir quelle était la bonne stratégie, ou comment combiner les différentes méthodes de construction de l'organisation, et chacun pensait qu'il avait raison et a fini par aller de son côté. Ils avaient aussi des ambiguïtés très importantes sur la politique vis-à-vis des travailleurs blancs. Alors, par exemple, une partie de la Ligue a lancé un book club, un club de lecture de bouquins, explicitement pour viser les révolutionnaires blancs, en particulier les révolutionnaires étudiants, petits bourgeois blancs, on va dire, en disant vraiment, je le dis à la serre. Et en même temps, vous verrez dans le livre, il y a le témoignage d'un militant, c'est vraiment un témoignage qui est génial, il a été publié sur internet par ailleurs, vous pouvez même le trouver sans acheter le bouquin, mais bon, le mieux c'est d'acheter le bouquin. Un militant révolutionnaire blanc qui se radicalise, grosso modo, au contact des militants de la Ligue. Et qui raconte qu'il a fallu attendre 1 an avant que l'un des militants, un des diffuseurs du bulletin à l'entrée de la boîte, lui file un bulletin de LRUM, de la Ligue. Il lui file plié en 4, vite fait, genre en cachette, pour que ses potes noirs ne voient pas qu'il filait le bulletin à un blanc. Voilà. Donc, alors, est-ce que les travailleurs blancs, ils font partie du problème ou de la solution? Ça, c'était pas non plus complètement clair chez eux. Bon. Donc pour conclure rapidement, parce que je parle déjà depuis plus d'une demi-heure, je vais aborder 2 questions pour finir. Une question, c'est est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de construire une organisation noire? Est-ce que c'était diviser la classe ouvrière de faire ça ou pas? Bon, ça va être la première question sur laquelle je vais vous donner mon avis. Et une dernière question sur, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut s'inspirer de ce qu'ils ont fait ou pas, etc. Bon. Est-ce qu'ils ont eu raison de construire une organisation noire? Moi j'ai envie de dire oui. Est-ce que la création de la Ligue a été un progrès ou un recul? Si on regarde le bilan, ça a été une montée du niveau de conscience des travailleurs noirs eux-mêmes. Il y a eu des groupes qui ont commencé à avoir une intervention ouvrière et à lancer des bulletins de boîte dans pas mal d'autres villes, même si ça n'a jamais donné naissance à une organisation révolutionnaire basée sur les entreprises au niveau national. Et si vous regardez ce qui s'est passé à Détroit, en 1973, quelques années après la scission de la Ligue, il y a eu une vague de grèves où les Noirs et les Blancs, contrairement aux grèves sauvages de 68-70, c'était essentiellement les Noirs, là il y a eu une vague de grèves très importante avec des anciens militants de la Ligue, mais grosso modo, l'existence de la Ligue
Et le fait que les travailleurs noirs fassent un pas en avant alors que les autres étaient un pas en arrière, étaient encore en gros sous l'emprise du racisme et moins radicalisés que les noirs, le fait qu'ils aient avancé, qu'ils aient montré un peu l'exemple, ça a en réalité fait monter le niveau de conscience des blancs. L'impact sur les conditions de travail et sur les discriminations a été réel. C'est clairement l'activité de Drum et de la Ligue qui a fait qu'il y a eu une vague d'embauche de travailleurs blancs, de travailleurs noirs qualifiés et de dirigeants aussi noirs. Y compris une partie des revendications de Drum a été satisfaite par le patronat et ça a été une manière aussi de coopter, on va dire, une partie du mouvement et de saper une des forces de la Ligue. Et on peut considérer que le boulot qu'a fait la Ligue, je pense que c'est la principale percée des idées révolutionnaires dans la classe ouvrière états-unienne dans la deuxième partie du XXe siècle. Voilà. Donc dire que leur existence aurait divisé la classe ouvrière, je pense que ce serait plutôt une erreur. Bon. Pourtant, est-ce qu'il faut faire la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'il faut partir du raisonnement de dire voilà, les Noirs sont opprimés, ici les Arabes sont opprimés, les Noirs sont opprimés aussi, les femmes sont opprimées, donc chacun va faire son organisation révolutionnaire de son côté. Et peut-être qu'un jour, avec de la chance, on se coordonnera. Bon. Je laisserai ça un petit peu au débat. Moi, je pense que ce serait évidemment, comment dire, être trop schématique, de dire qu'il suffirait de faire la même chose qu'eux, et que c'est une situation un peu particulière aux États-Unis qui a fait que la fondation de la Ligue et le fait de s'organiser de manière séparée a été un pas en avant plutôt qu'autre chose. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, pour essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire, c'est de voir qu'il y a à la fois une très forte continuité, là je parle des États-Unis, une très forte continuité et des évolutions importantes. Quelque part, aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de militants, moi j'ai l'impression qu'ils ont raison, ils disent qu'il y a un nouveau système ségrégationniste qui s'est mis en place. Ils appellent ça le New Jim Crow. Jim Crow, c'était le nom qui était donné au système ségrégationniste qui est né à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec des lois qui interdisaient aux Noirs de faire tout un tas de choses. Bon. Avec le mouvement des droits civiques, avec le Black Power, c'est devenu illégal. Le racisme est devenu illégal aux États-Unis. Si vous refusez à un Noir, en disant « tu es Noir, je te refuse un logement », vous risquez beaucoup de problèmes aux États-Unis. Par contre, il y a une catégorie de personnes aux États-Unis qu'il est parfaitement légal de discriminer, à qui il est parfaitement légal de refuser un emploi, parfaitement légal de refuser une maison, parfaitement légal de refuser le droit de vote. Ils appellent ça les felons, les criminels. Aujourd'hui, vous avez 2,3 millions de personnes qui sont enfermées aux États-Unis, dont 1 million de Noirs. Il n'y a jamais eu aucune société dans le monde qui a enfermé autant de personnes. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois que tu es enfermé, même quand tu sors de tôle, déjà, dans beaucoup d'États aux États-Unis, tu n'as plus le droit de vote quand tu as fait une peine de prison. Tu vois, donc on ne dit plus bande de Noirs, vous n'avez pas le droit. C'est les criminels. Et vous avez aujourd'hui plus d'hommes noirs, je dis bien hommes noirs, parce que les femmes c'est un peu différent, d'hommes noirs qui sont sous la supervision du système judiciaire, c'est-à-dire soit en tôle, soit sous contrôle judiciaire. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y avait d'esclaves en 1850. Bon. C'est un système d'incarcération de masse dont on a même du mal à se faire une idée aujourd'hui. Vivre dans un ghetto noir aujourd'hui, c'est risquer la mort. Très souvent. Bon. Un homme noir sur 6 est se fait soit buter, soit privé de son droit de vote. C'est énorme. Et tout ça, ça a été fait pourquoi? Pour répondre justement à la crise du capitalisme américain qu'il y a eu à la fin des années 60 et début des années 70. Parce qu'à l'avant-garde, je suis un peu schématique, mais à l'avant-garde de toute la contestation qu'il y a eu à ce moment-là, il y avait les jeunes travailleurs noirs. Il a fallu à la fois les briser et les discréditer. Et le système d'incarcération de masse, avec tout ce qu'ils appellent la guerre à la drogue, war on drugs, en gros, c'est sous prétexte de consommation de drogue non violente, hein, qui n'implique absolument pas de délit violent, que tous ces Noirs et tous ces membres de communautés discriminées se retrouvent en tôle. Bon. Et si vous regardez en fait les chiffres de consommation et même de vente de drogue, c'est à peu près le même dans toutes les communautés. Mais par contre, il y a 7 ou 8 fois plus de Noirs enfermés. Cherchez l'erreur.
Voilà, donc quelque part, le New Jim Crow, le système d'incarcération de masse qui s'est développé à partir du début des années 80, ça a été une réponse à cette contestation du système capitaliste américain, qui prétend être colorblind, qui prétend ne pas être raciste, qui le fait même au nom d'idées antiracistes, mais qui en réalité les frappe particulièrement. Ce qui est intéressant, et je conclue un petit peu là-dessus, c'est que là, en réponse justement à ce nouveau système ségrégationniste, à ce New Jim Crow, on a une nouvelle génération militante qui a fini par commencer à se révolter. Enfin, une nouvelle génération militante, c'est peut-être beaucoup dire, mais on a eu en 9 mois 2 soulèvements très importants suite à l'assassinat qu'il y a eu à Ferguson et évidemment ce qui s'est passé autour de Freddie Gray à Baltimore. Vous en avez certainement entendu parler. Et vous avez tout ce mouvement-là, c'est un véritable mouvement social très important, Black Lives Matter, qui existe depuis 2012 et qui là, depuis un an, a pris une nouvelle ampleur. Ce qui est important et ce qui est intéressant, et pour essayer de conclure là-dessus, c'est qu'une des grandes différences, c'est marrant, en miniature, ce qui s'est passé entre Ferguson et Baltimore illustre une illustration fondamentale du système ségrégationniste et du capitalisme américain. Ferguson, c'est 20 000, c'est une petite ville, hein, c'est 20 000 personnes, majoritairement noires, et où grosso modo, la police, quasiment que des blancs, le maire, un blanc, voilà, en gros, c'est l'image du Sud d'il y a 50 ans. Et on pouvait dire, et les revendications des militants, des manifestants à Ferguson, c'était on veut des embauches de noirs dans les services publics, y compris dans la police, on veut qu'il puisse y avoir des élus noirs, etc. etc. Baltimore, le chef de la police est noir, la moitié de la police est noire, le maire est noir. Vous avez une bourgeoisie noire bien implantée qui tient le pouvoir, qui contrôle le pouvoir à Baltimore. C'est la bourgeoisie noire qui est au pouvoir là-bas. Et quelque part, la polarisation sociale, grosso modo le capitalisme américain, il a intégré une partie de la petite bourgeoisie noire et de la bourgeoisie noire suite au mouvement des droits civiques. Et là, comment dire, s'organiser de manière interclassiste contre ce système raciste-là, c'est beaucoup moins crédible qu'avant. Puisque quand tu as la mère, c'est une femme, la mère noire de Baltimore qui envoie l'armée contre les quartiers noirs, alors que les blancs peuvent continuer à aller comme bon leur semble, c'est difficile de dire elle est du même côté que nous. Donc quelque part, la polarisation sociale, la différenciation entre la bourgeoisie et les travailleurs noirs, les travailleurs et les travailleuses noires au sein de la communauté noire est beaucoup plus importante que dans les années 60. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. L'autre élément, et je conclue là-dessus, c'est que le racisme est toujours aussi fort et peut-être même plus fort qu'avant, sous des formes déguisées et hypocrites. Et le mouvement ouvrier aux États-Unis est quasiment silencieux, pas complètement, mais les plus grosses organisations, les plus grosses forces, les plus gros syndicats sont silencieux sur cette question-là. Ce qui fait que c'est difficile pour aujourd'hui les jeunes qui se mobilisent contre le racisme de se dire spontanément les travailleurs blancs sont nos alliés. C'est difficile. Mais, quelque part, c'est un petit peu ça, l'élément clé. Si le mouvement ouvrier états-unien était en capacité, un petit peu comme ce qui s'était passé à certains moments dans les années 30, en 1941 à Ford, de démontrer que les travailleurs blancs étaient un allié, étaient pas simplement un allié, étaient la force avec laquelle il faut s'unifier pour renverser le capitalisme, là ça pourrait, disons, donner naissance à une situation, bon là je fais mon optimiste radieux, mais ça pourrait donner une situation où l'idée de créer une organisation révolutionnaire, pas simplement noire, mais de l'ensemble des travailleurs, elle deviendrait crédible au cœur même de la principale puissance aux États-Unis. Oui, il nous reste à peu près 1 heure. Urbain et le rapport de la Ligue avec ça, et sur et ce que tu disais Thierry, sur est-ce que quelque part le Black Panther Party et tout ça, c'était le début de la pente descendante et quelle politique par rapport au mouvement des droits civiques. Simplement deux éléments là-dessus. Premièrement, sur l'évolution de Martin Luther King. C'est très intéressant de voir à quel moment précis il a été assassiné. Vous savez peut-être que Martin Luther King a été assassiné à Memphis, 68, l'été 68. Il a été assassiné au moment où il venait. En fait, il s'était lancé dans une campagne qu'il appelait la Poor People Campaign. En gros, il avait essayé d'imprimer un tournant à son mouvement, qui était de dire, il ne faut pas simplement s'intéresser aux droits civiques, il faut s'intéresser aux pauvres. Attention, c'était pas devenu un marxiste, mais il disait, il faut faire un boulot auprès des pauvres, indépendamment de leur origine. Et à ce titre-là, il était allé soutenir une grève d'éboueurs noirs, les éboueurs noirs de Memphis, qui était dans une grève très très dure.
Et il avait mené toute une bagarre pour la victoire de cette grève-là. Et il a été assassiné au moment où il a appelé à la grève générale. C'était ça. C'est-à-dire que la veille, il avait fait une réunion, un meeting en disant « On va appeler à la grève générale sur Memphis ». C'est quand même intéressant. Donc voilà, quelque part, c'était l'évolution du mouvement des droits civiques, en tout cas, une évolution possible. Donc ça, c'était... Qu'est-ce que c'était le mouvement des droits civiques? C'était aussi ça. Et deuxièmement, sur est-ce que le rapport de la Ligue au mouvement des droits civiques à tous et au mouvement des droits civiques et puis aux insurrections urbaines, c'était eux. C'était eux, le mouvement des droits civiques. C'était les jeunes dont je vous ai parlé qui ont fondé ICV et tout ça. C'était eux. Simplement, la différence qu'ils avaient avec les autres, c'est qu'ils ont dit tous les boulots militants, qui soient dans les écoles, dans les quartiers, dans les machins, ils doivent être dirigés par les travailleurs. C'était ça, c'était eux le mouvement sur Détroit. C'était eux le mouvement, le secteur le plus dynamique. Et ils ont fait ce choix de dire il faut donner une priorité aux travailleurs. Et c'est ça qui a donné une force particulière et qui fait qu'aujourd'hui on en discute et qu'il y a un livre qui est traduit en français là-dessus. Donc pour qu'il n'y ait pas de mécompréhension, il n'y a pas du tout d'opposition au soulèvement, même y compris. Le truc avec le gun, on rigolait au début, mais à l'époque, l'estimation c'était qu'un ouvrier sur deux venait armé au boulot. Donc c'est pas juste on montre les muscles, c'est que la question de l'autodéfense, parce qu'à l'époque, je veux dire, les ouvriers blancs et noirs s'armaient, parce qu'y compris ils se méfiaient beaucoup les uns des autres. Bref. Sinon, sur le cœur du débat, moi j'ai envie de dire, je ne serais pas aussi, comment dire, j'irai pas aussi loin que toi, Antoine. Par contre, là où je serais d'accord avec toi, c'est que la clé, c'est probablement au niveau du mouvement ouvrier lui-même. Bon. C'est la politique qui est menée par le mouvement ouvrier, raciste ou non, qui donne, il n'y a pas que ça, il y a la force de la discrimination en elle-même. En gros, quand tu as une discrimination qui est très très forte, un système ségrégationniste très fort, et un mouvement ouvrier raciste et à droite, la seule manière dont tu peux faire en tant que noir, en tant qu'opprimé pour lutter, c'est si tu veux faire quelque chose, tu es obligé de lancer ta propre organisation. Donc c'est un peu les deux grands facteurs. Bon. Vu que la ségrégation elle est à la fois forte et en même temps elle évolue, le truc clé c'est la politique du mouvement ouvrier. Alors, parce que pour moi, le principe et l'objectif il est clair. Le principe c'est que dire que chaque communauté opprimée fonde sa propre organisation, on ne peut pas y arriver quoi. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, voilà, chacun ses propres objectifs, c'est pas possible. Disons que l'objectif, ça doit être une organisation révolutionnaire, multiraciale, hommes et femmes, etc. Nationale et internationale. Après, la question, c'est dans une situation concrète, quel chemin t'empruntes? Et c'est là où, effectivement, il faut être ouvert à différentes possibilités. Laura, tu as bien décrit le débat. Voilà, ça allait jusqu'à même dire ils peuvent faire leur propre État, leur propre organisation. Donc ça va assez loin. Mais tout ça doivent être des... C'est un peu facile hein, mon raisonnement, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas perdre de vue quelque part l'objectif. Et effectivement, l'exemple en miroir inversé, c'est le Parti communiste états-unien des années 30. Je vous jure, c'est exemplaire ce qu'ils ont fait, c'est exemplaire. Et c'est ce que tu dis Ross, c'est-à-dire, ils ont pris la décision, mais c'était une décision, c'était pas n'importe quoi, c'était de dire, les militants du PC américain doivent, c'était dans leur résolution, doivent sauter à la gorge des racistes. Et c'était pas des blagues, c'était, on doit prouver qu'on est prêt à risquer gros, y compris notre vie, contre les racistes. Et dans les années 30, c'était pas de la blague, la discrimination. Bon. Donc ils ont fait des campagnes, une des campagnes qui a fait qu'ils ont gagné le respect des Noirs, en tout cas une neutralité d'une partie et le respect d'une autre partie de la communauté noire, des travailleurs noirs, c'était par rapport aux Scottsboro Boys. C'était 13 jeunes garçons accusés de viol collectif contre des blanches, faussement accusés. C'est-à-dire que les nanas, l'une des deux nanas a dit non, c'était complètement faux, elle a fini par le dire après. Bon. Mais ils ont mené une campagne, ils ont failli être tués directement, hein, ces jeunes-là. Ils ont mené une campagne internationale pour leur libération, ils ont fini par la gagner. Et au départ, il n'y avait que des communistes blancs. Et au début, les gens les regardaient comme ça, ils ont commencé par se faire frapper par la police, et au bout d'un moment, en montrant qu'ils étaient prêts à manifester, remanifester, ils ont gagné le respect des Noirs, et c'est devenu une cause, voilà, cause très célèbre et qui est devenue importante aux yeux des Noirs eux-mêmes. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont eu aussi un boulot d'implantation dans les entreprises très intéressant. Je vous raconte juste une expérience parce qu'elle est très révélatrice. Il y avait les nationalistes noirs à Harlem. Et les nationalistes noirs,
À l'époque, à Harlem, la forme de discrimination la plus difficilement ressentie, enfin la plus chèrement ressentie par les Noirs, c'était qu'en fait, les magasins du quartier étaient possédés par des Blancs, il n'y avait que des Blancs qui pouvaient bosser dedans. Bon. Et donc les nationalistes noirs, des garvéistes, grosso modo, bon, ont dit, voilà, notre objectif c'est de virer les Blancs et de reprendre le contrôle de nos magasins. Et leur slogan c'était « Blumstein must go ». Blumstein, qui était un commerçant juif, donc il y avait tout un truc antisémite par rapport à ça, on fait des piquets. Dans l'objectif, en gros, on se met devant l'entrée du magasin et on fait un mouvement de boycott de ce magasin en disant il doit embaucher des Noirs. Et derrière, notre objectif, c'est qu'ils virent et de reprendre le contrôle de l'économie de notre propre communauté. Et ça a eu un succès énorme. Et les communistes étaient complètement isolés. Comment ils ont répondu? Ils ont dit on va faire notre propre mouvement de boycott, qui était de dire on va choisir c'était une cafétéria où ils ont fait ça, où ils avaient des militants à l'intérieur, et où ils ont dit on demande l'embauche de Noirs en plus des Blancs. Et où sur le piquet de grève, à l'entrée du magasin, il y a et des Noirs et des Blancs, pour bien montrer que des deux côtés de la barricade, c'était des Noirs et des Blancs des deux côtés, et que c'était une division de classe. Voilà, donc y compris, il y a eu un boulot effectivement politique, y compris, ils ont même fait des procès publics de leurs propres militants pour racisme, des trucs un peu délirants, mais aussi un boulot de boîte et un boulot d'implantation, dans un contexte très différent d'époque, parce qu'il y avait peu de Noirs dans l'industrie. Bon voilà, c'est l'image un petit peu en miroir, c'est-à-dire des militants révolutionnaires blancs qui font un choix très volontariste d'implantation et d'intervention sur les questions raciales, racistes, qui, dans une certaine mesure, a un succès important, qui montre que c'est possible aussi, on va dire, que le mouvement ouvrier, on va dire, dans ses organisations majoritaires, mène une politique antiraciste. C'est pas une possibilité à gommer d'emblée. Alors, pour finir la discussion, enfin, pour finir, une dernière observation là-dessus, c'est quoi les conditions actuelles de la lutte aux États-Unis par rapport à ça? C'est difficile de l'extérieur sans tout connaître, simplement. Il y a ce que tu dis, Ross, qui est réel. Même si j'ai lu une statistique qui disait qu'entre 2005 et 2009, le revenu moyen des familles blanches avait chuté de 16%, ce qui est beaucoup, et le revenu des familles noires avait baissé de 53%. Donc, bon, même, tu vois, dans la crise, ça frappe de manière disproportionnée. Bon, mais je pense que tu as raison que la crise sape quand même une base d'attrait du système pour les travailleurs blancs. Je vais juste... Une photo que j'ai vue, qui m'a fait dire, tiens, il y a peut-être des possibilités. Donc, il y a Black Lives Matter, et j'ai vu des manifs, vous avez vu là, à McDonald's, et dans tout le mouvement pour l'augmentation des salaires, où c'était Workers' Lives Matter. Les vies des travailleurs comptent. Et vous savez qui tenait ces pancartes-là? Des travailleurs noirs, hispaniques, à 90%. Voilà. C'est aussi ça la réalité. La majorité de la classe ouvrière états-unienne aujourd'hui est non blanche. Aujourd'hui. Voilà. Donc, les conditions de lutte, de composition de la classe ouvrière aux États-Unis ici, y compris, moi je pense qu'une des coordonnées, j'arrête avec ça, je pense qu'il faut aussi réfléchir au niveau international. La classe ouvrière dans son ensemble n'a jamais été autant brassée. Et c'était ce que tu rappelais effectivement, Seb, au début, sur les grèves de la dignité. Il n'y a pas les noirs et les blancs d'un côté, c'est tellement mélangé en France. Tu vois, donc voilà, je ne donne pas de solution, mais disons que il faut regarder les différents schémas, organisation séparée, qui entraîne un soulèvement plus général, organisation majoritaire du mouvement ouvrier majoritairement blanc au départ, qui mène une politique offensive. Il faut garder un petit peu l'esprit ouvert sur les possibilités que ça pourrait prendre, mais c'est vrai que le droit à l'auto-organisation est quelque chose d'important. Là, je ne répète pas ce qu'ont dit les camarades là-dessus. C'est pas ça. Et je vais vous lire, c'est une lettre qu'il envoie à ses camarades d'Afrique du Sud. Je vous lis juste un passage. Il dit « Si 10 intellectuels à Paris, Berlin ou New York, ayant déjà appartenu à différentes organisations, s'adressaient à nous avec la demande d'être admis dans nos rangs, je donnerai l'avis suivant. Faites-leur subir une série d'épreuves sur toutes les questions programmatiques, mouillez-les dans la pluie, séchez-les au soleil, et ensuite, après un nouvel examen attentif, acceptez-en peut-être un ou deux. Le cas est entièrement différent, donc on connaît comment il s'exprime un peu sec, le cas est entièrement différent lorsque 10 ouvriers liés aux masses se tournent vers nous. La différence de notre attitude vis-à-vis d'un groupe petit bourgeois et vis-à-vis d'un groupe prolétarien ne demande pas d'explication, mais si un groupe prolétarien
fonctionne dans un milieu comprenant des ouvriers de différentes races, et malgré cela reste composé uniquement d'ouvriers de nationalité privilégiée, alors je suis incliné à les regarder avec méfiance. Ne sommes-nous pas peut-être en train de nous occuper de l'aristocratie ouvrière? Le groupe n'est-il pas infecté de préjugés de négriers, activement ou passivement? Bon, vous voyez un petit peu comment il pouvait me parler. Bon, tout ça pour dire, pareil, c'est un peu provoque, mais j'ai envie de dire, c'est pour aller dans le sens de ce que disait un petit peu Mina. Auto-organisation, etc., etc., j'ai envie de dire, il faudra regarder selon les cas, selon les contextes, mais le plus important, c'est de se tourner vers les travailleurs et les travailleuses réels tels qu'ils sont. Bon. Et c'est ça, et avec le courage politique dont tu parlais effectivement, Mina. Bon. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler des Noirs, on peut parler des Arabes, c'est les travailleurs, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je prends par exemple la Poste, si tu fais un boulot pour réellement t'implanter parmi les facteurs ou les collecteurs à la Poste, tu es obligé de te confronter aux réalités du racisme, tu es obligé de connaître tout simplement ce que c'est que les réalités comment dire, de la culture de ces différents secteurs avec leur propre histoire, leur propre... j'ai envie de dire, se confronter au racisme, c'est aussi se tourner vers la classe ouvrière réelle telle qu'elle est aujourd'hui. Je le dis, peut-être que je conclue sur une note vraiment très simpliste, mais j'ai envie de dire, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et c'est en se confrontant à ces réalités que le débat, j'ai envie de dire, sur auto-organisation, quelle forme d'organisation, etc., se posera dans des termes qui ne seront pas simplement historiques, mais vivants, quoi. Merci à tous.